Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureuse de vous accueillir pour cette 10e édition des 52 minutes d'ICOM France, les musées en leur temps. Pour rappel, c'est un format que nous avons initié en 2024, puisque la première édition a eu lieu le 29 février 2024. Et comme vous le savez, ce format nous permet de faire un focus sur un sujet relatif à la gestion des musées. Et nous accueillons chaque fois un professionnel des musées ou qui travaille dans un domaine qui concerne la gestion des musées. Pour rappel, nous avons organisé une séance sur les questions de la présentation de l'esclavage et de la colonisation, comment en parler dans un musée, la manière de parler de ce sujet dans un musée. Nous avons traité des comités internationaux de l'ICOM que nous avons présentés. Nous avons aussi accueilli le chef de l'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, qui nous a parlé de ses missions. Vous pouvez entendre, si vous le souhaitez, écouter, si vous le souhaitez, toutes ces différentes sessions précédentes sur la chaîne YouTube d'ICOM France. Et aujourd'hui, nous accueillons Francis de Bonner, qui est le chef du projet Santomus, qui est un projet de recherche sur les publics qui est mené par un ensemble de 7 universités européennes en collaboration avec différents musées, évidemment. C'est un projet de recherche sur les publics, comme je l'ai dit. Et Francis de Bonner va nous parler de ce projet qui a été initié en 2022, qui a connu sa première édition en 2022-2023 et dont la deuxième édition est en train d'être lancée. Donc Francis, je vous laisse vous présenter et nous présenter ce projet, ses partenaires, ses résultats et cette nouvelle édition pour 2025. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Aussi de ma part, bonjour à toutes et à tous. Je suis Francis de Bonner et je suis, comme annoncé, l'un des coordinateurs de l'étude Audience européenne Santomus. Et avec mon équipe, je facilite en fait le déploiement de l'ensemble de cette étude. Tout d'abord, je remercie l'ICOM France pour l'invitation à cette session en 52 minutes. C'est un honneur de présenter l'étude Santomus ainsi que quelques résultats de l'édition 2024, donc l'édition de l'année passée lors de cet événement. Avant de commencer ma présentation, je tiens juste à préciser que le français n'est pas ma langue maternelle. Je me débrouille, mais si je fais des fautes de langue ou je trouve pas directement un certain mot, merci de m'en excuser dans ce cas. Je vais commencer par une introduction au projet lui-même, avant de discuter une sélection de quelques conclusions intéressantes de l'année passée, donc de l'édition 2024. Dia suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, quelle est l'origine de cette initiative? Donc, comment est-ce que Santomus est né? En fait, l'histoire de Santomus commence en 2022 avec une étude pilote en Belgique. Et c'était à l'initiative de l'ICOM Belgium Flanders, qu'on dit, donc la partie néerlandophone de la Belgique. Une grande étude d'audience a été menée auprès des musées de Flandre et de Bruxelles. C'était aussi supporté par Brussels Museums. Et cette initiative répondait en fait à un besoin réel de recherche structurée permettant d'analyser les publics de plusieurs musées en même temps. Et l'objectif était double. C'était d'un côté principalement de permettre aux musées de mieux connaître leur propre public d'une façon détaillée et structurée. Et deuxièmement, de fournir aussi des analyses sectorielles qui étaient précieuses pour ICOM Flandre dans ce cas et les musées de Bruxelles, en supportant leur rôle de représentation et de défense des intérêts des musées en globalité. Et cette étude pilote a été développée aussi en collaboration avec l'Université d'Anvers, qui avait apporté son expertise scientifique. Et en fait, cette pilote était un grand succès, avec un large éventail de musées participants. Et les résultats, mais aussi les possibilités de benchmarking entre les différents musées étaient très appréciés et avaient aussi attiré l'attention au niveau international. Et l'intérêt d'autres pays est donc rapidement venu, notamment grâce aussi au soutien actif de NIMO, vous connaissez bien le réseau européen des organisations muséales. Et donc, ainsi, après cette phase pilote, l'étude s'est alors étendue à l'échelle européenne. Et aujourd'hui, comme déjà annoncé, était proposée en 7 pays, dont la France.
Jusqu'à présent, plus de 150 musées ont déjà interrogé leurs visiteurs via Centromus, recueillant ensemble plus de 53 000 personnes, donc ça commence déjà. Et face à l'intérêt croissant des musées qui n'avaient pas eu la chance déjà de participer, mais aussi le besoin de suivre les évolutions du secteur, Centromus est maintenant proposé comme un outil permanent, donc aussi dans une nouvelle édition en 2025. Dia suivante, s'il vous plaît. Je vous présente brièvement l'équipe derrière Centonus. Donc, il y a un consortium de 7 universités européennes qui contribuent activement au développement du projet de l'étude. En France, c'est l'Université de Bordeaux qui est impliquée. Et donc, dans chaque pays où l'étude est menée, il y a un partenaire académique local qui est associé. Et l'objectif est d'intégrer les spécificités nationales du secteur muséal dans la conception du questionnaire, mais aussi après pour l'analyse et les résultats et les rapports qui sont créés. Donc, de cette façon, on commence à l'échelle européenne, mais on adapte l'étude à la réalité locale de chaque pays. Les études aussi sont tenues par une équipe de support qu'on a appelée aussi Santo, et donc moi je fais partie. Alors, on est des facilitateurs de recherche expérimentés dans les projets internationaux. Et en fait, on facilite le déploiement pratique de l'étude, la mise en œuvre technique, la communication avec tous les musées, etc. Donc, il y a une équipe derrière qui prend ce travail sur soi. Dia suivante, s'il vous plaît. Voilà, qu'est-ce que Centromus est exactement? Comme j'ai déjà mentionné, c'est un outil d'enquête proposé dans 7 pays. Et l'objectif de Centromus est d'offrir un outil qui est accessible et qui puisse être utilisé pas seulement dans les plus grands musées qui font aussi partie de l'étude, mais que ce soit aussi adapté et exploitable aussi pour les musées de taille moyenne et les petits musées. Et on a aussi remarqué dans ces 150 musées qu'il y en a qui sont plus petits, plus grands. Donc, on a de chaque taille et chaque type. L'étude est aussi, comme mentionné précédemment, soutenue par NIMO et les organisations muséales nationales. Et donc, pour la France, c'est l'ICOM France qui soutient la communication. Et voilà, comme j'ai indiqué ou comme j'ai expliqué quand je parlais de l'étude pilote, Centromus poursuit 2 grands objectifs. Premier objectif est de soutenir les musées individuels participants, c'est le plus important bien évidemment. Donc, c'est une étude qui vise à leur fournir des informations concrètes sur leur propre public. Et donc, chaque musée reçoit un rapport détaillé qui doit être un véritable dossier local contenant les résultats qui peuvent également soutenir la représentation des intérêts locaux du musée. Ce rapport permet également un benchmarking, donc une comparaison avec d'autres musées de même taille, de même type, ainsi qu'avec les résultats nationaux, donc dans ce cas, les résultats français et les résultats européens. Et donc, deuxième but, c'est de soutenir l'ensemble du secteur muséal. Donc, on ne se limite pas aux musées individuels, mais on vise aussi à fournir des analyses sectorielles à l'échelle nationale et européenne. Et ces données doivent également aider les organisations professionnelles dans leur rôle de représentation et de défense des intérêts du secteur. Dia suivante, s'il vous plaît. Centromus repose sur un questionnaire européen commun, parce que ça permet aux musées participants de bénéficier du benchmarking, mais aussi de collecter des données sectorielles à l'échelle européenne. Mais comme j'ai déjà expliqué, les questionnaires sont adaptés aux réalités nationales. Et bien que les musées européens partagent bien évidemment nombreuses similitudes, il existe également des différences culturelles et structurelles pays par pays, donc on tient compte de ça. De plus, chaque musée reçoit un questionnaire personnalisé, donc il y a un troisième niveau de personnalisation. On ajuste l'enquête à l'offre spécifique et au contexte spécifique local de chaque musée qui participe. Il est également possible d'ajouter des questions locales, des questions propres par musée, pour approfondir certains sujets qui sont très spécifiques et des besoins de l'institution participante. L'étude est disponible en 6 langues, comme on est présent en plusieurs pays, donc français, anglais, allemand, néerlandais, l'espagnol et l'italien. Et chaque musée peut en fait librement choisir dans combien de langues et quelle langue il souhaite proposer son enquête. Et il y a aussi une variété de supports de communication qui est mise à disposition pour inviter les visiteurs à donner leur avis. Donc, on essaie de faciliter ce processus-là pour le rendre aussi facile que possible.
Et il est également possible d'utiliser ou de développer ce propre support si on veut, si on préfère ça. Euh, voilà, passons maintenant aux résultats, car c'est bien l'essentiel, bien évidemment. La période d'enquête s'étend sur 6 mois, et donc pendant cette période, chaque musée peut communiquer avec son public au moment qui lui convient le mieux. Il y a un tableau de bord en temps réel qui est disponible, donc en continu, et ça permet au musée de consulter déjà leurs résultats pendant cette longue période de 6 mois, dans l'attente du rapport ou des rapports finaux. Et comme j'ai déjà expliqué partiellement, à la fin de l'étude, chaque musée reçoit son rapport détaillé. Donc, comme mentionné déjà, ce rapport permet de se comparer ses propres résultats avec ceux de musées similaires, ainsi avec les musées français et européens. Et en parallèle, on fait aussi, comme déjà dit, les analyses nationales européennes. Et ils sont en fait, c'est important à dire, ils sont partis des données anonymisées des musées participants. Donc, on garantit toujours que les résultats individuels restent strictement confidentiels pour les musées individuels. Ils ne sont pas accessibles que aux musées concernés. Et donc, on anonymise les données. Et sur ces données, on peut faire bien évidemment des rapports et des analyses très intéressantes pour le secteur en globalité. L'édition 2024 de Centomus est maintenant déjà terminée, mais donc, comme j'ai dit à l'introduction, il y a une demande croissante de nouveaux musées. Il y a beaucoup de musées qui étaient plus tard pendant l'année au courant et qui veulent maintenant participer. Il y a aussi un intérêt chez des musées qui ont déjà participé pour continuer le mesurement et pour mesurer l'évolution. Et donc, c'est pour ça que le projet est maintenant lancé comme un outil permanent qui peut aussi servir le secteur en global en termes de mesures d'évolution. Dia suivante, s'il vous plaît. Et finalement, encore quelques mots sur l'édition 25. Dia suivante, s'il vous plaît. Donc, si vous souhaiteriez participer ou participer à nouveau, vous pouvez encore vous inscrire ou inscrire votre musée jusqu'au 31 mai. Et toutes les infos sont disponibles sur centomus.fr où vous pouvez également enregistrer votre musée. Et après l'inscription, vous aurez accès à une plateforme de recherche. Et à partir du mois de mars, vous pourrez y renseigner certaines informations sur votre musée dans ce système. Et sur la base de ces informations, on va programmer et personnaliser votre enquête personnelle. Et également, via ce système, cette plateforme, vous aurez accès à cette variété de supports de communication et votre lien personnalisé, votre code QR, etc., aussi comme un guide de communication, un briefing qui est prévu. Si on regarde le déroulement de l'étude, donc la période d'enquête débute en avril en fait et se termine fin septembre. Et durant cette période, donc ce sont ces 6 mois, vous êtes libre de choisir le moment, mais aussi la durée de la communication vers vos visiteurs, selon ce qui convient en fait le mieux à votre musée, à votre organisation. Donc, il n'est pas du tout nécessaire de démarrer directement en avril. Donc, en plus, les inscriptions restent ouvertes jusqu'au fin mai. Mais donc, nous veillons à offrir suffisamment de flexibilité pour permettre à chaque musée de communiquer au moment approprié. Et voilà, en octobre, alors, vous recevrez votre rapport d'études personnalisé. Mais aussi à la fin de l'année, il y aura un webinaire pour présenter d'un côté les conseils sur l'exploitation de vos propres résultats, votre propre rapport, et l'autre côté, les résultats nationaux seront aussi expliqués et annoncés. Et comme j'ai dit, il y a le tableau de bord toujours disponible, donc il ne faut pas attendre jusqu'à la fin de l'année pour déjà voir vos résultats et les analyser. En termes de tarification, on a essayé de tenir les tarifs de participation au plus bas possible et en fait, ils reflètent les frais coûts par musée dans le cadre de cette étude. Et ça commence à partir de 625 € pour les plus petits musées et on se base sur le nombre d'employés pour déterminer la taille du musée, donc les ETP, les équivalents temps plein. En 24, on avait aussi plusieurs groupes de musées qui avaient participé, donc sont
temps en temps des musées d'une même ville ou municipalité, des réseaux, des agglomérations, etc. Et dans ce cas, on a un tarif adapté, mais il faut aussi savoir que chaque musée a son propre enquête dans un groupe pareil, mais chaque musée a la possibilité d'ajouter des questions, mais il y a aussi la possibilité d'ajouter des questions comme groupe. Et de cette façon, on crée aussi un rapport de groupe qui synthétise les résultats globaux du réseau. Et finalement, on a aussi des incitations, des incentives qu'on prévoit pour motiver les visiteurs encore un petit plus à répondre à l'enquête, pour stimuler les réponses. Et donc, par exemple, grâce à un partenariat qu'on a avec World Land Trust, c'est une organisation reconnue britannique, sauf pour chaque questionnaire complété 1 mètre carré de forêt tropicale. Et ça aide à avoir assez de réponses par musée. Voilà, dia suivante, s'il vous plaît. Passons maintenant à quelques résultats intéressants de l'édition 24 de cette étude. Il y a un grand nombre de questions qui ont été posées dans le cadre de l'étude, portant sur la satisfaction, l'utilisation, l'impact, musée du futur, etc. Aujourd'hui, on va explorer quelques sujets parce qu'on n'a pas trop de temps. Donc, on va voir quelques raisons de visiter un musée, la satisfaction générale, l'impact des musées sur le bien-être des visiteurs et musées du futur. Bien évidemment, il y a beaucoup plus de sujets, comme je viens de dire, et donc ce sont que quelques résultats d'une analyse plus vaste. Et voilà, passons au premier dia, en effet. Donc, il y a beaucoup de chiffres sur cette diapo. On va partager ce document après. Mais le premier sujet que je vais toucher, c'est les motivations pour visiter un musée. En général, donc les raisons principales en Europe, on pourrait dire, pour visiter un musée et principalement pour voir la collection. Donc 49% avaient indiqué cette raison comme raison de venir, comme motivation. 44% vient par curiosité pour apprendre quelque chose et pour s'inspirer. Et 39%, que je trouvais personnellement quand même un taux assez élevé, venaient parce qu'ils voulaient avoir une bonne expérience en compagnie. Donc l'aspect social joue dans les visites ou les motivations pour visiter un musée. On a recherché aussi des différences en termes de motivation entre différents groupes de musées. Et voici, on regarde en fait deux types de clusters, c'est-à-dire les clusters ETP, donc c'est les équivalents temps plein, et c'est un cluster pour mesurer la taille du musée, et un cluster de différents types de musées. Et ce sont en même temps les deux types de benchmarking qu'on a aussi prévus dans les rapports des musées. Donc, ils pouvaient se comparer leurs résultats comparés aux autres musées de la même taille et même type. Et si on regarde les motivations, dans ce cas, par taille de musée, on voit en fait pas de différence significative. Donc, les raisons principales restent les mêmes pour les plus grands musées jusqu'aux plus petits musées. Si on regarde par type de musée, on voit quand même une forte corrélation pour certaines raisons. Par exemple, il y a beaucoup d'analyses, mais je touche sur deux points qui étaient intéressants. On voit que les motivations esthétiques, et donc ceux qui viennent pour une expérience esthétique, sont moins importants pour le cluster C, mais ça semble logique parce que ce cluster est surtout axé sur la science, la technologie. Si on regarde les motivations sociales et la curiosité, donc je viens avec quelqu'un d'autre ou peut-être en bonne compagnie ou je viens par curiosité, semble moins pertinente pour les musées du cluster D. Ça, je trouvais quand même surprenant un peu. Donc, les musées des arts anciens et beaux-arts, apparemment, leurs visiteurs viennent moins pour ces raisons sociales et curiosité comparées aux autres raisons. Voilà, dia suivante, s'il vous plaît. Si on analyse maintenant les différences ou les motivations, différences potentielles, pas par type de musée, mais par type de visiteur, on voit également des différences significatives. En fait, on voit des différences pertinentes pour chaque raison, sauf pour la raison je viens pour visiter la boutique ou le restaurant. Mais pour toutes les autres raisons, on voit des différences significatives. Et on voit quelques schémas cohérents. Voir la collection, par exemple, reste populaire dans tous les groupes d'âge, mais il y a une augmentation notable dans les deux groupes les plus âgés. Donc, ça devient de plus en plus important comme les groupes deviennent plus âgés. Visiter le restaurant du musée, visiter la boutique, pardon, reste très faible en fait dans tous les groupes. Et comme je viens de dire déjà, il n'y a pas de grandes différences significatives. Donc, c'est le seul point sans différence significative. Si on regarde d'autre côté,
les caractéristiques qui sont spécifiques à l'âge. Là, on voit que le groupe qui a moins de 26 ans montre des pourcentages qui sont plus élevés pour j'ai suivi quelqu'un. Donc, euh, ils sont venus parce que quelqu'un d'autre venait et ils ont suivi cette personne. Et je visitais la ville, donc ils étaient dans le coin, ils ont visité le musée. Donc, le groupe de moins de 26 ans rapporte des scores plus élevés sur ces 2 points par rapport aux autres groupes d'âge. L'autre côté, si on regarde le groupe qui est à plus de 65 ans, pardon, là, on voit que les pourcentages sont le plus élevés pour voir la collection et le plus bas pour se ressourcer, trouver la paix et pour un intérêt professionnel spécifique. Bah, le dernier semble logique, ils sont moins actifs professionnellement, mais aussi se ressourcer est apparemment une raison moins forte comparée aux autres groupes si on regarde cette groupe de 65 ans plus. Dia suivante, s'il vous plaît. Si on regarde maintenant les motivations par région de naissance, donc en fait, on a demandé à chaque répondant où il ou elle était né. On a fait la distinction entre le pays du musée, le musée qui faisait l'enquête, donc dans ce cas en France. Ils sont nés en dehors de la France, mais en Europe ou en dehors d'Europe. Donc, c'était les 3 catégories qu'on avait fait. Et on voit en fait des différences statistiquement significatives dans ces différents groupes. On voit que les visiteurs provenant de l'étranger, bien que ce soit de l'Europe ou de l'extérieur de l'Europe, sont davantage motivés par des expériences esthétiques, mais aussi des opportunités d'apprentissage. Et on voit que les visiteurs locaux, donc ceux qui sont nés dans le pays du musée, sont plus susceptibles de visiter pour des raisons sociales, donc être en bonne expérience en compagnie, mais aussi pour des événements spécifiques. Peut-être ça implique que les événements sont plus connus pardon, par les visiteurs locaux. Il y a aussi des grandes différences, ça, il faut dire, pour chaque résultat qu'on partage, il y a des grandes différences entre les différents musées. Donc, c'est toujours intéressant de comparer les propres résultats aux moyennes et aux résultats qu'on partage ici. Les personnes qui sont nées en dehors du pays du musée sont beaucoup plus susceptibles de visiter le musée dans le cadre de leur visite à la ville. Donc, ce sont plutôt les touristes. Et donc, le fait qu'ils visitent la ville ou l'environnement du musée est une raison pour venir et pour visiter le musée aussi. On voit aussi que le désir de voir la collection est en fait relativement constant dans tous les groupes et une raison, une motivation très importante. Dia suivante, s'il vous plaît. Nous avons posé une question sur l'appréciation générale du musée, donc une sorte de satisfaction globale, on pourrait dire. Dans certaines questions, nous sommes allés beaucoup plus en détail. Par exemple, nous avons demandé la satisfaction concernant les différents aspects de l'offre, l'infrastructure, le personnel aussi. Mais cependant, ici, on va se concentrer sur la question unique portant sur l'appréciation générale. Et donc, les participants, pardon, pouvaient attribuer une note de 1, pas du tout satisfait, jusqu'à 5, très, très satisfait. Et voilà, on voit les résultats ici. En général, on peut dire que les niveaux de satisfaction sont très élevés. On voit que 65% en Europe sont très satisfaits, 27% pardon, avaient indiqué satisfait, donc un taux de satisfaction très élevé. Si on regarde par âge, on voit que les niveaux de satisfaction sont généralement élevés dans tous les groupes d'âge, mais les groupes les plus âgés montrent une satisfaction légèrement plus élevée. On a fait des tests là-dessus, bien évidemment, on voit des différences significatives, mais les différences sont pas très grandes. Et donc, à l'exception entre les deux groupes, entre plus de 65 et 46 à 65 ans, ces deux groupes n'ont pas de différence, comme vous voyez ici, avec le score de 4,62. On voit que les visiteurs les plus jeunes, donc ceux qui ont moins de 26 ans, ont un pourcentage plus élevé de réponses neutres et donc une score moyenne qui est un peu plus basse. Et il n'y a aucune différence significative entre les différents genres, donc hommes-femmes, non-binaires. Aussi, l'origine des visiteurs n'a pas d'impact sur la satisfaction et même pour la taille des musées. Dia suivante, s'il vous plaît. L'étude utilise aussi le modèle Impact Compass. Je vais juste vite expliquer ce modèle. C'est un modèle qui est issu du projet Cultural Value au Royaume-Uni et qui mesure en fait l'impact des institutions culturelles sur le bien-être de ses visiteurs.
Et il a été conçu pour quantifier en fait l'impact dans des études quantitatives, alors que les recherches précédentes s'appuyaient principalement sur des approches qualitatives pour évaluer ce type d'impact, l'impact sur le bien-être. Et nous avons adapté ce modèle à l'étude des musées en posant des questions sur l'ensemble du musée et autour des 4 dimensions que vous voyez ici. Donc, on a le musée comme havre de paix, donc le musée qui procure un sentiment de bien-être, où on éveille le musée qui éveille des émotions, qui fait oublier d'autres choses dans sa vie pendant un petit moment. Le musée qui stimule ou qui donne la perspective, donc qui fait réfléchir, qui apporte de nouvelles connaissances, élargit la vision et qui aide à penser d'une façon critique. Aussi le musée qui stimule la créativité, donc stimuler l'imagination, pardon, où on apprend de nouvelles compétences, le musée qui motive à découvrir quelque chose de nouveau. Et finalement, le rôle dans la communauté, l'impact social d'un musée, le musée qui permet d'avoir des conversations avec d'autres, le musée comme un lieu de rencontre avec d'autres personnes, qui donne un aperçu de la vie des autres et qui donne un sentiment d'appartenance et de faire partie d'un groupe. Dia suivante, s'il vous plaît. Il y a de nouveau beaucoup d'infos sur cette diapo. Je m'en excuse, mais bon, comme j'ai dit, on va partager encore la présentation parce que c'est intéressant de voir les différents résultats en détail. Cependant, l'explication est en fait très simple. Nous constatons que sur les 4 dimensions, les musées obtiennent de très bons résultats et ont donc un impact très positif sur le bien-être de ces visiteurs. La théorie du modèle indique que chaque score qui est en dessus de 3 peut être considéré comme positif. Et donc, cette dia présente les résultats pour les différents clusters aussi, les différents types de musées, A, B, C, D. Mais on ne voit pas trop de différence là-dedans. En haut à droite, on remarque que les musées, en tant qu'havre de sécurité, obtiennent des scores très élevés, supérieurs à 4. Donc, le musée qui offre, qui est une place où on se sent à l'aise, où on se sent en sécurité, c'est un score très, très élevé. Le musée qui offre une perspective obtient également des résultats très élevés. Et donc, c'est à droite en bas. Le musée qui stimule la créativité est également bien noté, mais là, on observe quand même que l'apprentissage de nouvelles compétences a un score relativement plus faible. C'est relatif parce que c'est encore positif, mais cela pourrait représenter peut-être une opportunité pour les musées de se concentrer davantage sur cet aspect. Et enfin, si on regarde à gauche, pardon, en haut, on voit que le musée qui soutient la formation de communauté, donc l'impact social, obtient également des résultats positifs, mais il y a quand même une nette baisse de score pour le musée en tant que lieu de rencontre. Nous avons constaté aussi de grandes différences entre les musées participants dans cette étude sur ce point spécifique. Cela semble aussi logique parce que il y a un certain nombre de musées qui n'ont pas pour objectif principal de faire de leur établissement, pour dire, un lieu de rencontre. Mais nous pensons toutefois que ces 2 scores qui sont légèrement plus faibles, donc le musée où on apprend de nouvelles choses, de nouvelles compétences, et le musée comme lieu de rencontre, pourrait peut-être représenter encore une opportunité pour certains musées de se développer dans ces domaines à l'avenir. Dia suivante, s'il vous plaît. Finalement, sur l'impact, on a regardé aussi les différences en impact si on regarde la région de naissance. Et on voit de nouveau que les musées ont un impact très positif sur tous les visiteurs, n'importe d'où ils ou elles viennent. Mais cet impact reste donc est très fort, mais est encore plus fort pour les visiteurs qui sont nés à l'étranger, et donc qui ne viennent pas de la France même, et en particulier à ceux qui viennent en dehors d'Europe. Si on regarde l'engagement cognitif, donc le musée qui me fait réfléchir, on voit un effet plus marqué pour les visiteurs qui sont nés à l'étranger. Tout ce qui est culture, donc perspective culturelle, par exemple l'aperçu de la vie des autres, là on voit que les visiteurs venant de l'extérieur de l'Europe surtout gagnent les plus d'insights, on pourrait dire, sur la vie d'autres et d'autres cultures à travers les musées. Et si on parle de la sentiment d'appartenance, le sentiment d'appartenance, on voit le sentiment plus fort ou de connexion plus fort pour les visiteurs qui sont aussi nés en dehors de l'Europe. Donc, on pourrait dire que l'impact est toujours très positif, mais encore plus positif pour ceux qui viennent en dehors du pays et en dehors de l'Europe.
Il y a aussi des différences, mais qui sont moins significatives entre les différents genres, donc les hommes, les femmes, ou les tailles des musées. Donc là, les différences sont pas trop grandes. Dia suivante, s'il vous plaît. Enfin, nous avons également posé quelques questions sur le musée du futur. Même pour les professionnels du musée, il n'est pas facile de définir ce que sera le musée du futur. Donc, pour les visiteurs, c'est certainement une tâche complexe. Mais à travers cette étude, nous voulions quand même esquisser, on pourrait dire, une image de la vision que les nombreux visiteurs qui ont répondu à cette enquête ont sur leur musée du futur. Et dans un premier temps, vous avez posé une question ouverte, donc à quoi devrait rassembler le musée du futur selon vous? Les résultats de cette question ouverte ne sont pas abordés dans cette présentation, mais ensuite, nous avons posé une question aidée, on pourrait dire, où nous avons proposé une liste de possibles offres, des offres possibles qui pourraient être incluses dans le musée du futur. Et les répondants pouvaient choisir jusqu'à 5 options maximum parmi cette liste. Et voilà, vous avez lu entre-temps sans doute le top 5. Donc, 43% avaient indiqué que les expériences interactives étaient très importantes pour eux pour le musée du futur. Les expériences immersives, 29%. Le soutien aux jeunes artistes, ça, on trouvait quand même un peu surprenant, mais 26% avaient indiqué cette option comme importante. Le musée qui est plus durable, respectueux de l'environnement par un quart, comme le lieu de rencontre librement accessible. Et le dernier, donc le musée comme lieu de rencontre, lié un peu au modèle Impact Compass qu'on vient de discuter, où on a vu que peut-être il y a encore une opportunité de développement dans le futur. Dia suivante, s'il vous plaît. Finalement, on est presque là. On a fait les mêmes analyses en regardant par groupe d'âge. On ne parle pas des 5 points ou des points les plus importants, mais des différences les plus importantes. Donc, c'est pas les points qu'on indique ici ne sont pas le plus demandés ou désirés pour le futur, mais ce sont les différences où on voit que les différences par groupe d'âge sont les plus grandes. Donc, on voit que l'âge joue un rôle dans les préférences pour les futures expériences muséales, mais que les effets sont généralement modestes. Les différences qui sont liées à l'âge sont les plus marquées dans les caractéristiques qui sont orientées vers les enfants d'une côté et les expériences interactives immersives d'autre côté. Donc, par exemple, aire de jeu pour enfants, donc là, on voit que cette caractéristique montre l'effet le plus important, c'est logique, je pense, et qui indique que des différences substantielles, bien évidemment, et comme on pourrait s'y attendre, le groupe d'âge qui a 26 à 45 ans attribue le score le plus élevé pour ce point, mais c'est aussi le groupe qui a les enfants. Si on regarde les expériences interactives et immersives, là, on voit que cette dimension montre également des différences notables entre les groupes d'âge. Et dans les deux cas, on voit que le groupe de 26 à 45 ans donne les scores les plus élevés, suivi par le groupe de moins de 26 ans. Donc, les groupes les plus jeunes indiquent ces deux options le plus souvent. Dia suivante, s'il vous plaît. Et voilà, finalement, on a aussi regardé le musée du futur par région de naissance et on voit aussi des différences qui sont statistiquement significatives mais qui ne sont pas énormes. La possibilité d'une visite en ligne, une visite complète en ligne, une visite virtuelle, là on voit que les personnes qui sont nées en dehors du pays montrent un intérêt légèrement plus élevé pour ces visites en ligne, probablement en raison de limitations de voyage ou un désir peut-être de se connecter avec le musée à distance. Si on regarde l'ère de jeu, quand même intéressant, les répondants qui étaient nés dans le pays du musée pardon, même montrent une préférence légèrement plus élevée pour les aires de jeu pour enfants. Donc, ça reflète peut-être des attitudes culturelles ou le fait qu'ils sont dans l'environnement du musée avec leur famille et donc qu'ils ont plus de visites en famille au musée. Finalement, on a aussi fait l'analyse pour le genre, mais on voit que le genre joue un rôle, mais dans une mesure très faible. Voilà, voici les premiers résultats, quelques résultats intéressants sur Centromus 24 pour cette courte présentation. Comme j'ai dit, c'était juste quelques points. On avait de nombreux résultats et sujets issus. Il est important de se rappeler que les musées peuvent parfois être très différents les uns les autres et donc les résultats locaux peuvent encore différer des résultats globaux ou des résultats nationaux.
Il y a aussi un rapport européen disponible. Ceux qui sont intéressés peuvent aller vers santomus.fr. C'est un rapport très grand avec beaucoup plus d'informations dedans que je viens de partager avec vous. Et voilà, je pense qu'il me reste juste à vous inviter chaleureusement à participer également à l'étude. Comme je viens de dire, pardon, toutes les infos sont disponibles sur le site web. Vous pouvez aussi inscrire votre musée sur ce site. On est toujours disponible aussi via cette adresse email que vous voyez sur la dia. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Pardon. Je vous souhaite une excellente continuation de votre journée et semaine. Je suis aussi disponible pour vos questions maintenant. Dans le cas où vous auriez des questions ultérieurement ou des questions spécifiques concernant votre musée ou groupe de musée, vous pouvez toujours envoyer un petit email, bien évidemment aussi. Donc, merci beaucoup. Merci Francis pour cette présentation très riche, très intéressante qui montre toutes les occurrences, ou en tout cas une grande partie des occurrences que vous utilisez. J'ai une première question dans le chat. Où peut-on trouver les résultats de l'enquête belge? Euh, Ces résultats sont également disponibles sur le site web. Il y a, si je ne me trompe pas, il y a un bouton 2024 où on trouve le rapport européen, mais également des explications et des résultats de l'étude pilote en 2022. Donc, et si jamais vous ne trouverez pas les résultats, envoyez-nous un petit email et on peut vous donner le rapport directement. Ouais. Un musée demande s'il peut participer à l'étude en 2026. Ça veut dire peut-être qu'il y aurait une troisième édition ou est-ce que l'édition actuelle va se poursuivre en 2026? C'est le but d'avoir une nouvelle édition chaque année. Donc maintenant, c'est annoncé comme un outil fixe, on pourrait dire un outil permanent. Donc il y aura une nouvelle édition en 26. On va essayer de couper chaque édition année par année en termes de mesures d'évolution. C'est important d'avoir des périodes qui sont bien fixées. Donc il y a 6 mois maintenant en 2025 où l'édition 2025 aura lieu et même chose en 2026, etc. Donc il y a l'opportunité de participer en 2026. Ouais. Un musée demande quels sont les moyens humains, d'une part, que nécessite cette étude au sein de l'équipe d'un musée, Ouais. et d'autre part, quels sont les moyens techniques pour pouvoir participer. Donc les moyens humains d'un côté, les moyens Ouais. techniques, Ouais. par exemple, on cite les logiciels de billetterie pour participer à votre étude. Ouais. On essaie de créer un outil qui ne prend pas trop de temps de votre équipe. Donc, en fait, en termes du lancement de l'enquête, on a quelque chose à faire par l'équipe. Tout d'abord, il faut que des informations spécifiques sur le musée sont partagées avec nous. C'est via la plateforme que ça se passe. Ça prend 1 heure, 2 heures au maximum. Après, on prépare tout. Donc, les matériaux seront prêts, matériaux de communication. Il y aura un briefing qui est prêt pour comment communiquer d'une façon correcte vers les visiteurs. Et donc, tout est préparé, mais on a besoin d'un peu de temps de vous pour annoncer l'enquête vers le public. Donc, ça implique que s'il y a quelqu'un qui prend en charge la communication, qui peut annoncer l'enquête ou l'étude dans le newsletter, le site web, etc. Donc, ça prend un peu de temps, mais c'est pas trop. Donc, tout est prêt. Il y a des musées qui veulent créer des matériaux, des supports de communication eux-mêmes dans leur style maison. Si ça c'est le cas, il faut prévoir un peu de temps aussi dans cette équipe pour développer leurs propres matériaux. Mais on a une variété qui est prête à être utilisée. Pendant l'étude, donc, tout se passe en ligne en fait. Donc, il y a aussi la possibilité d'imprimer des enquêtes, mais l'utilisation est très limitée. Il n'y a pas trop de monde qui le fait. La majorité des réponses se fait en ligne. Et donc, chaque réponse qui est enregistrée dans nos systèmes est directement montrée sur le tableau de bord. Donc, en fait, pendant l'étude, il ne faut pas faire trop de choses. Euh, Chaque mois, on vous envoie un petit email avec les réponses jusqu'à ce moment-là pour que si c'est nécessaire, si on a besoin d'un petit boost dans la communication, on vous prend à la main pour vous aider dans ce processus. En termes
besoins techniques, il faut pas avoir trop de, enfin, pas de système spécifique. Donc, on vous prévoit un lien Internet, pardon, qui peut être partagé. Et donc, chaque système, chaque téléphone mobile, chaque ordinateur, chaque système peut travailler, être utilisé pour remplir les enquêtes. Également, pour avoir accès à la plateforme, il n'y a pas de besoin technique spécifique. Donc, en fait, ça peut se faire avec un ordinateur maison. Donc, il n'y a pas de nécessité technique spécifique. Euh, on pose la question de savoir combien de musées français ont participé lors de la première édition. Et ensuite, j'ai des questions sur le questionnaire. Oui, tout d'abord, donc on était à 150 musées en globalité. En France, je vais le voir encore exactement parce que c'était aussi une question avant cette réunion commencer. Je pense que c'était 15 musées qui avaient participé. Euh, donc voilà un bon début. On voit que surtout en Allemagne, on avait le plus et en Autriche, mais ça dépend aussi à la communication qui avait commencé un peu plus tôt dans ce pays-là. Et c'est surtout en France qu'on avait remarqué qu'il y a beaucoup de musées qui étaient un peu trop tard ou qui étaient trop tard au courant et qui ont exprimé un intérêt à participer dans une nouvelle édition. À propos des questionnaires, qui les rédige? Est-ce que c'est le musée en partenariat avec l'équipe de Santomus? Vous avez semblé dire, si j'ai bien compris, que les questionnaires n'étaient pas tout à fait les mêmes d'un musée à l'autre et d'un pays à l'autre. Est-ce que vous pouvez préciser ces points et est-ce que les questionnaires seront différents lors de la deuxième édition si un même musée y participe? OK. Donc, en effet, on fait une programmation d'un questionnaire différent musée par musée. Bien évidemment, disons que 80% est le même questionnaire parce qu'il faut avoir le même questionnaire pour le benchmarking, mais on l'adapte, comme expliqué, à la réalité locale. Ça veut dire que chacun reçoit un lien personnel vers l'enquête de son musée et ce lien doit être diffusé et ça se passe en effet la communication via les musées dans les temps de GDPR, comme on dit en anglais, les législations de données personnelles, on ne peut plus envoyer des grands mailings par un partenaire tertiaire, donc ça doit se faire directement via les musées. Mais donc, on utilise les canaux, tous les canaux qui sont utilisés par le musée peuvent être utilisés pour annoncer cette enquête. Il y a aussi la possibilité de faire des enquêtes en direct dans le musée. Donc, on peut avoir, via une tablette par exemple, on peut aussi questionner directement les visiteurs. C'est une possibilité, on a un briefing séparé pour ça qui explique bien comment sélectionner les personnes, etc., comment les interroger. Mais c'est quelque chose qui prend bien évidemment beaucoup plus de temps. On a un nombre de musées limité qui l'a fait de cette façon. Mais donc la majorité des musées a communiqué via les différents canaux qui sont disponibles. Euh, le questionnaire sera le même qu'en 2024 parce qu'on veut évoluer, mesurer l'évolution, mais on va il était un peu trop long. Donc, on va laisser tomber quelques sujets qui étaient trop détaillés parce que maintenant qu'on a évalué les données, on peut dire maintenant, voilà, ça ce sont des résultats qui étaient très intéressants qu'on veut tenir. Il y a certaines questions qu'on va supprimer pour limiter un peu plus la taille de l'enquête. Euh, Quelqu'un pose la question d'avoir un exemple de questionnaire. Est-ce que, en allant sur votre site, on peut accéder à un exemple de questionnaire, par exemple? le questionnaire n'est pas disponible directement sur le site web, mais si vous nous envoyez un tout petit email, on peut vous envoyer un fichier Excel. C'est pas le plus facile à lire parce qu'il y a beaucoup de questions, mais il y a aussi beaucoup de conditions. Donc, l'enquête s'adapte euh, comme les réponses viennent d'une personne. Et donc, le profil est différent, le comportement de réponse est différent. Donc, l'enquête s'adapte toujours à chaque répondant. Donc, dans un fichier Excel, ça semble très lent et compliqué, mais on peut partager directement l'Excel, il n'y a pas de souci. De cette façon, vous avez un aperçu. Et peut-être on peut aussi prévoir un lien vers une enquête demi, on pourrait dire, une enquête démo pour en parcourir. Donc ça, je vais noter. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, envoyez un petit email et on peut vous fournir ces données sans souci.
D'accord. Comment sont posées les questions aux visiteurs sur site ou de manière numérique? Et les réponses à ces questions sont-elles différentes selon le mode de collecte en ligne ou sur site? Oui. Donc, c'est une très bonne question. On donne les deux options, donc la communication large en ligne et l'opportunité, comme j'ai déjà expliqué, de faire une enquête strictement aléatoire en direct dans le musée. Et en fait, on enregistre la méthode d'enquête utilisée pour chaque répondant. Donc, on sait quel répondant est venu ou est attiré vers l'enquête de quelle façon, ou est interrogé de quelle façon. Et donc, les deux méthodes ont des avantages et des inconvénients. C'est plus facile de communiquer d'une façon large sur plusieurs canaux euh, et ça a un effet très faible sur l'équipe parce que ça prend pas trop de temps. Et c'est une façon de travailler qui est très couramment utilisée dans les études de marché appliquées surtout. Donc, et la majorité des musées, comme je viens de dire, ont opté pour communiquer largement et surtout en ligne. Mais, comme je viens de dire, il y a aussi la possibilité de faire des enquêtes en direct dans le musée. On peut aussi combiner les deux. Donc, comme je viens de dire, on enregistre la façon d'être interrogé par répondant. Et donc, dans ce deuxième cas, on a un briefing détaillé pour aider les musées qui veulent faire l'enquête de cette façon. Il est important à savoir qu'on ne peut pas prévoir des personnes pour aller sur place pour interroger les gens ou les visiteurs dans votre musée. Donc, si vous choisissez d'interroger sur place, il faut organiser un peu cela dans l'équipe du musée. Quel est le taux de réponse obtenu en moyenne au questionnaire? Et est-ce que c'est différent selon le mode d'accès au questionnaire? Euh, si on compare les deux méthodes, donc dans la première méthode, on a moins de vues, bien évidemment, de combien de personnes ont vu l'appel à participer. On voit que si on pose les questions dans le musée même en direct, que 80% répondent positivement et qui veulent participer à l'étude. En globalité, on a vu, comme je viens de dire, on avait l'impression que l'enquête était longue. Pourtant, on a vu que 80% des répondants ont aussi complété l'enquête complètement. Donc, ce sont des taux qui sont très positifs. Et en fait, on a remarqué que, parce qu'on avait le but d'avoir au minimum 375% répondants pardon, par musée, et la majorité des musées a assez facilement atteint ces nombres aussi. Mais on est là pour supporter ce processus aussi comme équipe. Est-ce que les musées qui ont participé ont pu témoigner de retombées positives en termes de communication, de fréquentation ou autre à la suite de la participation à l'enquête? Est-ce que vous avez une réponse sur ces points-là? Oui, il y avait une présentation du musée de Vannes il y a 2 semaines où j'étais présent aussi, qui était très enthousiaste de l'étude même. Donc, on peut toujours peut-être partager des données. Je sais pas, je dois demander d'abord à elle, mais peut-être on peut vous mettre en contact. De l'autre côté, on voit aussi qu'il y a beaucoup de musées qui ont, après avoir reçu le rapport, qui ont utilisé ce rapport pour un petit article de presse, etc. Donc, ils ont vraiment utilisé ça pour communiquer aussi vers le monde extérieur et aussi faire leurs visiteurs qui ont participé sur leurs résultats. Donc, on voit sur les deux côtés que les musées, l'un l'autre, semblent enthousiastes, ou au moins ce que nous entendons, et d'autre côté, qu'ils utilisent aussi ça pour un peu aller dans la presse, etc., et pour communiquer vers l'extérieur du musée aussi sur ces résultats. Est-ce qu'on peut accéder au rapport pour ce qui concerne les musées français? Oui, comme je viens de dire, il y a le rapport européen qui est disponible. Il y a aussi certains résultats français là-dedans. Euh, et ce que j'ai pas indiqué au début de la présentation, mais s'il y a des questions d'analyse potentielle qui vous intéresseraient, comme on a posé pas mal de questions, on est toujours prêt, comme on veut supporter le secteur en globalité, on est toujours prêt à faire des analyses supplémentaires si jamais vous aurez besoin de quelque chose de spécifique de ces données globales. Combien de temps est-il nécessaire pour remplir un questionnaire? On J'imagine pour les essaie, visiteurs, probablement. pardon.
j'ai pas compris donc combien de temps c'est, on veut limiter, on essaie de limiter le temps de remplir jusqu'à 10 minutes. Je vous lis hein, la question. Combien de temps est nécessaire pour remplir un questionnaire? Et je pense que la question veut dire pour que le visiteur remplisse un questionnaire. Je pense que c'est ça. Ouais. Donc, on a aussi remarqué dans les données que la moyenne était juste en dessous de 10 minutes. C'est aussi le but qu'on avait. Donc, comme je viens de dire, on va encore limiter un peu plus l'enquête et supprimer des questions qui, après la première analyse, semblent moins importantes. Mais donc, le but est d'avoir une enquête au moins de 10 minutes. Et comme je viens de dire, 80% ont complètement rempli les enquêtes. Donc, il y a 20% euh, qui est arrêté quelque part en cours de route. Mais donc, 80%, c'est un pourcentage très positif si on compare aux autres études. Donc, ouais. On me demande qui finance Santomus. Juste les musées participants. Donc, c'est comment dire, un bottom-up approach. Et donc, on veut juste, c'est une offre, et comme on vient de dire, c'est une offre où les prix, les taux de participation reflètent les vrais frais qui sont là. Je pense que vous voyez aussi que les prix sont pas très élevés. Donc, le but est que les heures de travail qui sont faites pour un musée sont récompensées par le frais de participation par musée. Il n'y a pas d'autre euh, moyen. C'est aussi important également pour les partenaires des universitaires que de cette façon, c'est aussi une étude qui est indépendante et donc on est libre aussi après pour tirer les conclusions qui sont correctes, etc. Donc on est indépendant, donc c'est un grand avantage. Ouais. J'ai une dernière question. Pourriez-vous donner un exemple d'une ville qui a fait l'enquête pour plusieurs musées? Vous avez effectivement parlé de groupes, donc un groupe de musées qui se sont fédérés, donc une ville ou peut-être une région. Est-ce que vous voulez nous dire en France? Euh, oui, je dois voir un instant, je peux le dire dans, dans une minute. Je ne vais Mhm. pas dire des noms faux. Vous parliez des musées de Vannes, mais c'est Oui, peut-être pas le seul musée. ils étaient aussi à plusieurs. Vous voulez savoir en France, j'imagine. On avait par exemple Besançon avec plusieurs musées. Ouais, il y a autant de musées dans autant de pays que je veux voir pour être sûr, certain et que je ne dis pas des noms faux. Donc, par exemple, Besançon. On a Toulouse avec plusieurs musées. Euh, D'accord. ouais, donc on y a plusieurs. Il y en a plusieurs. En Allemagne aussi, on en avait pas mal de groupes de plusieurs musées. Par exemple, à Dresden, ils étaient à 9 et ils participent aussi de nouveau maintenant à cette édition. Donc, il y en a plusieurs. Ouais. Une toute dernière question. Serait-il envisageable d'avoir un tarif d'entrée plus abordable pour les musées? Là aussi, je comprends qu'on demande s'il peut y avoir un tarif plus bas pour les petits musées. J'espère que c'est bien ça. Oui, maintenant, on regarde, on essaie de faire une distinction en différentes tailles par rapport aux ETP. Donc, ceux qui ont moins de 5 ETP, je pense que le tarif était là 600 euros, 625, si je ne me trompe pas. Euh, on peut toujours voir si on a plusieurs qui participent ensemble, on peut encore gagner un peu euh, d'efficacité dans la gestion. Mais comme je viens de dire, les frais sont vraiment des frais qui reflètent des vrais frais. Donc, on n'a pas trop de marge pour faire encore des ristournes là-dessus. Comme je viens de dire, les groupes, c'est toujours aussi une façon ou une question d'efficacité chez nous dans l'équipe. Donc, des groupes, on peut gagner un peu de temps et donc, eux, ils peuvent encore avoir un peu de ristourne supplémentaire. Mais si on compare les frais, c'est pas un projet commercial. Donc, si on compare les frais ou les taux de participation comparés aux sociétés qui font ça, les sociétés commerciales qui font ça, bon, les prix sont fois 10 ou plus. Et donc, on a essayé vraiment de limiter les frais, mais il y a un frais. Et je peux imaginer que pour les très petits, que c'est de temps en temps trop. Donc, on peut toujours nous contacter, on peut toujours voir ce qu'on peut faire, mais je peux pas faire des promesses maintenant pendant cette réunion. Donc, voilà.
Très bien, je vais arrêter là le débat. Francis, je vous remercie vivement de vos réponses Avec qui nous plaisir. permettent de bien clarifier, préciser le PowerPoint qui était déjà très riche. J'invite toutes les personnes qui sont intéressées par ce travail à regarder sur le site internet. Je rappelle la date limite pour s'inscrire, c'est bien le 31 mai. Est-ce que je ne... C'est bien ça. Et je vous remercie à nouveau. Je clôture donc cette 10e édition de notre 52 minutes en remerciant l'équipe d'ICOM France qui est à la manœuvre pour la partie technique, Anne-Claude Maurice qui est notre déléguée générale et Alexia Maquinet qui est son adjointe. Et je vous donne tous rendez-vous. Je vous remercie évidemment tous les participants qui êtes là d'avoir assisté à cette séance et je vous donne rendez-vous à la fin du mois prochain pour un nouveau débat, comment un musée accompagne une filière économique, la filière viticole, dans la transition écologique qui sera menée par Laure Ménétrier, qui est la directrice du musée d'archéologie, je ne veux pas dire de bêtises, du musée du vin de Champagne et d'archéologie à Épernay et qui est administratrice d'ICOM France. Voilà, je vous remercie. Merci à Francis encore et merci Avec à tous les plaisir. participants d'avoir assisté à cette séance et je vous dis à la fois à la semaine, au mois prochain. Au revoir.